Le matin du 15 juin brillait d'une lumière dorée, qui semblait se moquer de mon angoisse grandissante. Notre maison débordait de rires et de voix joyeuses. Nos enfants accrochaient des guirlandes au plafond. Nos petits-enfants couraient partout en criant. Et moi, je disposais machinalement les assiettes sur la grande table dressée pour nos noces d'or. 50 ans de mariage, un demi-siècle ensemble. Pourtant, à cet instant précis, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je l'ai vu près de la fenêtre du salon, figé comme une statue. Henri portait ce vieux costume gris, des années 70, celui qu'il ne sortait qu'une fois par an, toujours le même jour. Celui qui sentait la naphtaline et les souvenirs enfouis. Dans ses mains tremblantes, il tenait cette boîte usée que je connaissais sans vraiment la connaître. Son visage était tendu, ses mâchoires serrées. Quand il s'est approché de moi, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, de la douleur, de la culpabilité, peut-être même du désespoir. Il a déposé un baiser sur mon front, si doux, si triste. « Reviens vite, mon amour », ai-je murmuré par réflexe. Il a hoché la tête, sans me regarder, et s'est dirigé vers la porte de derrière, laissant son téléphone sur la console. Ce geste m'a glacé le sang. Henri n'oubliait jamais son téléphone. 50 ans. 50 années de ce rituel mystérieux chaque 15 juin. Les excuses changeaient, un vieil ami malade, un engagement militaire, une promesse faite pendant la guerre, mais le résultat restait le même. Il disparaissait pendant quelques heures, revenant les yeux rouges et le regard vide. Je n'avais jamais insisté. Dans ma génération, on ne fouillait pas dans les blessures de guerre des hommes. On leur donnait de l'espace. On les aimait malgré leur silence. Mais aujourd'hui, quelque chose a craqué en moi. Peut-être était-ce l'accumulation de toutes ces années d'interrogations étouffées. Peut-être était-ce la peur soudaine que je ne le connaissais pas vraiment. J'ai attrapé mon sac et me suis précipitée dehors, laissant nos invités perplexes derrière moi. J'ai hélé un taxi au coin de la rue, le cœur battant si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. « Suivez cette voiture », ai-je dit au chauffeur en désignant la vieille Peugeot d'Henri, qui s'éloignait. L'homme m'a regardé avec curiosité mais n'a rien dit. Nous avons traversé Paris, ce Paris que je croyais connaître par cœur, et chaque rue semblait me narguer avec mes propres souvenirs. Le café où il m'avait demandé en mariage, le parc où nous avions promené nos bébés, le pont où il m'avait dit « Je t'aime pour la première fois ». Avait-il menti tout ce temps? Y avait-il une autre femme, une autre famille cachée quelque part? Mon esprit s'emballait, échafaudant des scénarios de plus en plus sombres. 50 ans de mensonges. 50 ans à partager le lit d'un homme qui appartenait à quelqu'un d'autre? La voiture s'est arrêtée devant les grilles imposantes du Père-Lachaise, un cimetière. Mon cœur s'est serré d'une manière nouvelle, plus douloureuse. J'ai payé le chauffeur et suis descendue, mes jambes tremblant sous mon poids. Les touristes prenaient des photos devant les tombes de Balzac et d'Oscar Wilde, inconscients du drame qui se jouait à quelques mètres d'eux. Je marchais entre les allées bordées de monuments funéraires, cherchant la silhouette d'Henri dans ce labyrinthe de pierres et de mémoires. Je marchais entre les tombes des grands de France, sans savoir que dans 5 minutes, j'allais découvrir une vérité qui allait faire voler en éclats les 50 années de ma vie. Tout avait commencé en automne 1975, dans cette galerie lumineuse du Marais, où je m'étais rendue par hasard un samedi après-midi. J'avais 22 ans, j'enseignais la littérature dans un lycée de banlieue, et ma vie était aussi prévisible que les saisons. Je me souviens avoir contemplé les maquettes d'immeubles modernistes, quand je l'avais remarqué, debout près d'une fenêtre, silhouette maigre découpée contre la lumière d'octobre. Henri venait de rentrer du Vietnam.
Cela se voyait dans sa façon de sursauter au moindre bruit, dans ses yeux qui semblaient porter le poids de choses indicibles. Il travaillait comme assistant dans un cabinet d'architecture, dessinait des plans avec une précision obsessionnelle. Quand nos regards s'étaient croisés, j'avais vu quelque chose de brisé en lui, et stupidement, naïvement, j'avais pensé pouvoir le réparer. Notre histoire n'avait rien d'une romance enflammée. Il m'avait invité à prendre un café, puis un autre, puis une promenade au Luxembourg. Ses gestes étaient mesurés, presque craintifs, comme s'il avait peur que je me brise sous ses doigts. Il ne parlait jamais de la guerre, détournait la conversation dès que le sujet effleurait l'Indochine. 6 mois plus tard, lors d'un dîner ordinaire dans un bistrot sans prétention, il m'avait demandé ma main avec une simplicité désarmante. « Je ne suis pas un homme facile, » avait-il dit, « mais je ferai de mon mieux pour te rendre heureuse. » J'avais dit oui, pas par amour fou, mais par quelque chose de plus profond peut-être, une conviction que nous pouvions construire quelque chose de solide ensemble. Notre mariage avait été célébré à la mairie du 14e arrondissement, sans fleurs blanches ni grandes orgues, juste nos parents et quelques amis témoins d'une union qui ressemblait plus à un pacte de survie qu'à une célébration. Les années avaient passé avec une régularité réconfortante. Henri avait gravi les échelons, son talent reconnu dans tout Paris. J'avais donné naissance à Julien, puis à Sophie, puis à Nicolas, 3 enfants magnifiques, qui avaient rempli notre maison de rire et de bruit. Nous avions acheté une maison en banlieue, avec un jardin où les enfants jouaient au ballon. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite, stable, respectable. Mais il y avait toujours ce mur invisible entre nous. Henri ne parlait jamais de ses nuits agitées. Quand je l'entendais crier des mots en vietnamien dans son sommeil, il se levait, prétendait que ce n'était rien, s'enfermait dans son cabinet de travail jusqu'à l'aube. Notre vie intime était tendre mais distante, comme si une partie de lui restait inaccessible, verrouillée dans un endroit où je ne pouvais pas entrer. Il passait des heures seul à dessiner, et je me demandais parfois s'il construisait des immeubles ou des remparts contre ses propres souvenirs. Et puis il y avait ce rituel étrange, année après année. Chaque 15 juin, le jour de notre anniversaire de mariage, Henri disparaissait pendant quelques heures. Les excuses variaient, un ancien camarade de régiment malade, une cérémonie commémorative, une obligation militaire, mais le schéma restait identique. Il partait le matin, revenait en fin d'après-midi, avec des yeux rougis et un silence encore plus lourd qu'à l'ordinaire. J'avais appris à ne pas poser de questions. C'était une règle tacite de ma génération, de ces femmes qui avaient épousé des hommes revenus transformés de guerres lointaines. On ne fouillait pas dans leurs blessures. On leur donnait de l'espace pour guérir à leur rythme. On les aimait malgré leur silence, leurs absences, leurs fantômes. J'avais construit ma vie autour de cette patience, de cette acceptation. J'étais patiente, attentive, dévouée, mais je n'étais pas faible. J'avais fait de notre maison un refuge, un lieu où Henri pouvait respirer sans qu'on lui demande de s'expliquer. J'avais élevé nos enfants pour qu'ils respectent le silence de leur père, pour qu'ils comprennent sans comprendre vraiment. Je m'étais convaincue que c'était de l'amour, cette façon de reculer pour lui faire de la place. Mais au fond de moi, j'avais toujours senti qu'il n'était pas entièrement là, qu'une partie de lui appartenait à un autre temps, à un autre lieu, peut-être même à une autre personne. Il m'aimait, j'en étais certaine, mais d'un amour incomplet, comme si son cœur était une maison dont certaines pièces restaient fermées à clé. Pendant 50 ans, je m'étais répété que je lui donnais de l'espace pour respirer, que c'était ma force, ma générosité.
Mais en marchant entre les tombes du père Lachaise ce matin-là, cherchant la silhouette de mon mari dans ce labyrinthe de mémoire et de pierres, j'ai compris la vérité brutale. Je ne lui avais pas donné de l'espace. J'avais simplement eu trop peur de découvrir ce qu'il cachait, et cette peur m'avait transformée en complice de son secret. 2 semaines avant notre 50e anniversaire, j'avais décidé de faire du tri dans la vieille armoire de la chambre d'amis. Nous avions prévu des travaux de rénovation, et il fallait vider les placards encombrés de décennies d'accumulation. C'est là, au fond d'une étagère poussiéreuse, que j'avais découvert cette veste en tweed élimé qu'Henri portait dans les années 60. Je me souvenais vaguement de ce vêtement, vestige d'une époque où nous étions jeunes et pleins d'espoir. En la secouant pour enlever la poussière, quelque chose était tombé de la poche intérieure. Une photographie, si décolorée par le temps qu'elle en paraissait presque irréelle. Une jeune femme vietnamienne d'une beauté bouleversante me regardait avec des yeux emplis d'une tristesse infinie. Dans ses bras, elle tenait un bébé emmailloté dans un tissu blanc. La composition était simple, presque banale, mais quelque chose dans ce cliché me serrait la gorge. J'avais retourné la photo d'une main tremblante. L'écriture était celle d'Henri, cette calligraphie soignée que je connaissais par cœur après 50 ans de listes de courses et de cartes d'anniversaire. Lynn et Henri, Saigon 1968. Mon cœur s'était arrêté. Henri. L'enfant portait son prénom. Notre prénom. Le prénom de mon mari. J'avais replacé la photographie exactement où je l'avais trouvée. Comme si ne pas la déplacer pouvait effacer ce que je venais de voir. Mais l'image restait gravée dans ma rétine, brûlante. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi, fixant le plafond dans le noir, écoutant la respiration régulière d'Henri à mes côtés et me demandant qui était vraiment l'homme qui partageait mon lit depuis un demi-siècle. Les jours suivants, j'avais commencé à remarquer ce que j'avais toujours refusé de voir. Cette boîte en carton usée sur l'étagère haute du placard de son bureau, qu'il sortait chaque année avant de disparaître le 15 juin. Je l'avais aperçue des dizaines de fois sans y prêter attention, pensant qu'elle contenait de vieux documents militaires ou des médailles sans importance. Maintenant, elle occupait toutes mes pensées. Un après-midi où Henri était sorti, j'étais entrée dans son bureau. Mon cœur battait comme celui d'une voleuse. J'avais monté sur une chaise, attrapé la boîte. Mes mains tremblaient tellement que j'avais failli la laisser tomber. À l'intérieur, des enveloppes jaunies couvertes de timbres vietnamiens, des lettres écrites dans une langue que je ne comprenais pas mais dont les caractères dansèrent devant mes yeux. Des fleurs de lotus séchées, fragiles comme du papier de soie, et ce petit bracelet d'enfant, en argent terni, avec une gravure que je ne pouvais pas déchiffrer. J'avais tout remis en place précipitamment, le cœur au bord des lèvres, terrorisée, à l'idée qu'Henri rentre et me surprenne. Mais la boîte de Pandore était ouverte dans mon esprit, et je ne pouvais plus refermer le couvercle. Ce soir-là, pendant le dîner, j'avais tenté une approche prudente. « Henri, avais-je commencé d'une voix que je voulais détacher? Tu avais des amis proches au Vietnam? Des gens qui comptaient pour toi? » Il s'était figé, sa fourchette suspendue dans l'air. Puis il s'était levé brusquement de table. « La guerre, c'est le passé, Marianne. À quoi bon remuer tout ça maintenant? » Désemparée, j'avais cherché des réponses auprès de nos enfants. Julien, notre aîné, architecte comme son père, avait balayé mes inquiétudes d'un geste las. « Papa n'a jamais parlé de la guerre, maman. Pas une seule fois en 47 ans. Ne rouvre pas ses blessures maintenant. » Sophie, ma fille sensible,
avait suggéré qu'il s'agissait peut-être d'un camarade de combat tombé là-bas, quelqu'un qu'Henri honorait en silence. Et Nicolas, le Benjamin, avait avoué avoir surpris son père en larmes dans son bureau plusieurs fois, au fil des années. Mais Henri refusait systématiquement d'en parler. J'étais allée jusqu'aux archives nationales des anciens combattants, prétextant une recherche pour un projet scolaire fictif. L'employé, une femme d'une 60aine d'années au regard compréhensif, m'avait expliqué que beaucoup de soldats français avaient eu des relations avec des Vietnamiennes pendant la guerre. Certains avaient laissé des enfants derrière eux. Il y avait eu une tentative de programme d'évacuation en 1975, lors de la chute de Saigon, mais les dossiers restaient largement confidentiels, inaccessibles sans autorisation spéciale. L'angoisse m'étranglait chaque jour davantage. Une semaine avant notre anniversaire, je m'étais réveillée en pleine nuit pour découvrir le lit vide à côté de moi. J'avais trouvé Henri dans son bureau, la porte entr'ouverte, assis à sa table de travail sous le halo blafard de sa lampe. Les lettres étaient étalées devant lui, et ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. Je m'étais approchée doucement, avait posé mes mains sur ses épaules. « Henri, peu importe ce que c'est, tu peux me le dire. Nous sommes mariés depuis 50 ans. » Il s'était dégagé de mon étreinte, comme si mes mains le brûlaient. « Pas maintenant, Marianne. S'il te plaît, pas maintenant. » La veille du 15 juin, je n'avais plus pu supporter ce silence. Pendant le petit déjeuner, alors qu'il lisait son journal comme tous les matins, j'avais lâché les mots qui me brûlaient la langue depuis des jours. J'ai trouvé la photographie de Lynn et du bébé dans ta vieille veste. Qui sont-ils, Henri? L'explosion avait été aussi soudaine que terrifiante. Henri s'était levé si brutalement que sa chaise était tombée en arrière. « Tu n'avais pas le droit. Ce ne sont pas tes affaires. Tu ne comprends rien. » Sa voix se brisait entre la colère et quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses mains tremblaient. Il avait attrapé la boîte sur son étagère et s'était enfermé dans son bureau, le verrou claquant comme un coup de feu. J'étais restée là debout dans la cuisine, les jambes flageolantes. À travers la porte close, je l'entendais pleurer, des sanglots déchirants d'homme qui ne pleure jamais. Et puis des mots en vietnamien, une litanie qui ressemblait à une prière ou à des excuses répétées à l'infini, vers quelqu'un qui ne pouvait plus l'entendre. Cette nuit-là avait été la plus longue de ma vie. Allongée dans notre lit conjugal, j'avais échafaudé 1000 scénarios. Une maîtresse qu'il avait aimée avant moi, un enfant illégitime qu'il soutenait financièrement en secret. Cela expliquerait sa prudence avec l'argent, sa réticence à dépenser pour des choses futiles. Ou peut-être son premier amour, celui qui vous marque à jamais et dont on ne se remet jamais complètement. 50 ans de mensonges, 50 ans à vivre avec un fantôme entre nous sans que je le sache. Le matin du 15 juin s'était levé dans une lumière trop vive, presque cruelle. La maison bourdonnait déjà d'activité, avant même que je descende. Julien accrochait des guirlandes dorées dans le salon. Sophie arrangeait des bouquets de roses blanches sur chaque table, et Nicolas organisait les chaises dans le jardin, pendant que ses enfants couraient partout, en poussant des cris de joie. Nos noces d'or. Un demi-siècle de mariage à célébrer devant famille et amis. Je me déplaçais comme un automate, disposant les assiettes en porcelaine sur la grande nappe damassée, alignant les verres à champagne avec une précision mécanique. Mon visage affichait un sourire de circonstance chaque fois que quelqu'un me parlait, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Mes mains tremblaient imperceptiblement, tandis que je coupais le pain, disposais les fromages, vérifiais pour la 10e fois que tout était parfait.
parfait pour une fête qui célébrait peut-être 50 ans de mensonges. Puis je l'avais entendu descendre l'escalier, et mon cœur s'était serré. Henri portait ce costume gris anthracite des années 70, celui qui sentait la naphtaline et les secrets enfouis. Il s'était rasé avec un soin inhabituel, chaque poil de barbe méticuleusement éliminé, et il avait mis cette eau de Cologne ancienne qu'il ne portait qu'une fois par an, une odeur de vétiver et de cèdre qui me donnait maintenant la nausée. Dans ses mains, cette boîte usée que je connaissais désormais trop bien. Nos regards s'étaient croisés à travers le salon encombré d'invités qui arrivaient. Dans ses yeux, j'avais lu une supplique muette, désespérée. « Pas aujourd'hui. Je t'en prie, pas aujourd'hui. » Mais quelque chose en moi s'était durci, cristallisé par toutes ces années d'acceptation silencieuse. Il s'était approché, avait déposé un baiser sur mon front, ce geste tendre et pourtant distant qu'il répétait depuis 50 ans. « Je reviens ce soir, mon amour. Pardonne-moi. » Sa voix s'était brisée sur les derniers mots, et j'avais vu ses yeux s'embuer avant qu'il ne se détourne brusquement et ne se dirige vers la porte de derrière, celle qui donnait sur la ruelle, celle qu'on n'utilisait jamais. Sophie m'avait rejoint dans la cuisine, radieuse dans sa robe bleue. « Où est papa? On voudrait prendre la photo de famille avant que tous les invités arrivent. » J'avais menti avec une facilité qui m'avait effrayée. Il a tant été retenu. Un ancien collègue qui a besoin d'aide pour un projet urgent. Il sera là dans quelques heures. Elle avait hoché la tête, un peu déçue mais confiante, et était repartie rassurer ses frères. Mais moi, je ne pouvais plus attendre. 50 ans d'attente, c'était suffisant. J'avais attrapé mon sac, enfilé rapidement un gilet et glissé vers Julien qui arrangeait les chaises. « Surveille les invités pour moi. Je dois sortir un instant. » Une course de dernière minute. Il m'avait regardé avec étonnement mais avait acquiescé. « Fais vite, maman. Les gens commencent à arriver. » J'avais couru presque jusqu'au coin de la rue, mes talons claquant sur le trottoir. La vieille Peugeot bleu marine d'Henri était encore visible. 3 voitures devant. J'avais hélé un taxi qui passait miraculeusement, m'était engouffré à l'arrière, le souffle court. « Suivez cette voiture bleue, s'il vous plaît. » Le chauffeur, un homme d'origine algérienne à la cinquantaine grisonnante, m'avait observé dans le rétroviseur avec un mélange de curiosité et de compassion. « Vous suivez votre mari, madame ?» J'avais serré mon sac contre moi sans répondre, les yeux fixés sur la Peugeot qui zigzaguait dans la circulation matinale. Nous avions traversé Paris, et chaque rue me renvoyait des souvenirs comme des gifles. Voilà le café de la rue Mouffetard, où Henri m'avait demandé en mariage un dimanche pluvieux de mars 1975, alors que je buvais un chocolat chaud et qu'il tournait nerveusement sa cuillère dans son café. Le parc Montsouris, où nous avions promené nos bébés dans leur landau, Henri poussant fièrement Julien nouveau-né pendant que je marchais à ses côtés, épuisée mais heureuse. Le pont des Arts où il m'avait dit « Je t'aime pour la première fois », d'une voix si basse que j'avais dû lui faire répéter, et où nous avions accroché un cadenas avec nos initiales gravées, geste romantique qui me semblait maintenant d'une ironie cruelle. 50 ans, 18 250 jours de vie commune, 3 enfants mis au monde, dans la douleur et l'espoir, 5 petits-enfants que nous avions regardés grandir ensemble, des milliers de dîners partagés, de conversations banales sur la météo et les factures, de nuits côte à côte dans le même lit. Il avait été un bon père, patient avec les devoirs, présent au récital de piano, aux matchs de football, aux remises de diplômes. Un mari fidèle, ou du moins je l'avais cru. Il n'avait jamais rentré tard sans prévenir,
n'avait jamais senti le parfum d'une autre femme, n'avait jamais détourné le regard avec cette culpabilité caractéristique des hommes infidèles. Et pourtant, cette ombre, ce secret qu'il avait rongé de l'intérieur pendant toutes ces années, creusant des cernes sous ses yeux, ajoutant des rides à son front, le faisant sursauter au moindre bruit fort. J'avais attribué tout cela à la guerre, au traumatisme qu'il refusait d'exprimer. Mais peut-être était-ce quelque chose de plus personnel, de plus douloureux encore. Le taxi avait ralenti puis s'était arrêté. Nous sommes arrivés, madame. Le cimetière du Père-Lachaise. J'avais regardé par la vitre, abasourdi. Un cimetière. Pendant 50 ans, mon mari avait disparu le jour de notre anniversaire, pour aller dans un cimetière. J'avais payé le chauffeur avec des billets froissés. Mes doigts tremblant tellement que j'avais failli laisser tomber mon porte-monnaie. « Bonne chance, madame !» avait-il murmuré avec une gentillesse inattendue. J'étais descendue sur le trottoir, mes jambes flageolantes. Les grilles imposantes du cimetière se dressaient devant moi, monumentales et vaguement menaçantes. Des touristes entraient et sortaient, appareils photo en bandoulière, venus photographier les tombes des célébrités. J'avais attendu près d'un platane, caché derrière son tronc massif, jusqu'à ce que je voie Henri franchir les grilles. Il marchait avec une assurance qui m'avait surprise. Pas l'hésitation de quelqu'un qui cherche son chemin, mais le pas décidé d'un homme qui connaît chaque tournant par cœur. Je l'avais suivi à distance, me dissimulant derrière les monuments funéraires, les sailles de buis, les groupes de visiteurs. Le Père-Lachaise était immense, un véritable labyrinthe de pierres tombales et de mausolées. Nous avions dépassé la tombe de Balzac, où un groupe de lycéens prenait des notes, celle d'Oscar Wilde, couverte de traces de rouge à lèvres, le caveau d'Édith Piaf où une vieille dame déposait des roses fraîches. Des touristes américains se prenaient en photo devant la tombe de Jim Morrison, riant et buvant de la bière malgré l'interdiction. Mais Henri continuait à avancer, s'enfonçant dans les parties anciennes du cimetière où presque personne ne s'aventurait. Les allées devenaient plus étroites, envahies de mousse et de lierre. Les tombes dataient des années 70, pierres grises rongées par le temps et l'oubli. Nous étions arrivés dans une section que je n'avais jamais remarquée lors de mes rares visites au Père-Lachaise. Un petit carré isolé, avec une plaque discrète indiquant victime de la guerre d'Indochine. C'était un coin oublié, négligé, où personne ne venait jamais. Quelques tombes simples, certaines sans fleurs depuis des décennies. Le silence était oppressant, à peine troublé par le chant lointain des oiseaux et le murmure du vent dans les feuilles. Henri s'était arrêté devant 2 pierres tombales, côte à côte. Je m'étais glissée derrière un mausolée de marbre, à une dizaine de mètres, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il l'entende. De ma cachette, je pouvais le voir de profil, ses épaules affaissées, sa tête penchée, la boîte qu'il tenait contre sa poitrine comme on tient un enfant. Et là, dans ce coin oublié du plus célèbre cimetière de Paris, j'ai compris que j'étais sur le point de découvrir la vérité qui avait hanté notre mariage pendant un demi-siècle. De ma cachette derrière le mausolée, je me suis avancée lentement, centimètre par centimètre, jusqu'à pouvoir lire les inscriptions gravées dans la pierre grise. Les lettres dansaient devant mes yeux embués, mais j'ai réussi à déchiffrer les mots qui allaient tout changer. Lin Nguyen, 1945-1975, repose en paix. Henri Nguyen, 1968-1975, ange du ciel. Mon cœur s'est arrêté. Le monde entier s'est figé autour de moi. Pas une maîtresse, pas une liaison secrète qui aurait duré des décennies. Un enfant, son enfant. Un petit garçon qui n'avait vécu que 7 ans avant de disparaître. Et une femme, Lynn, morte à 30 ans.
La date de leurs décès était la même, 1975, l'année de notre mariage. Henri s'était agenouillé devant les deux tombes, avec une lenteur révérencieuse, comme on s'approche d'un autel sacré. Ses genoux avaient touché la terre humide, et il ne semblait même pas le remarquer. Il avait ouvert la boîte avec des gestes d'une douceur infinie, comme s'il manipulait des objets vivants, susceptibles de se briser au moindre contact trop brusque. J'ai vu émerger de cette boîte usée toute une vie que j'ignorais. D'abord une épaisse liasse de lettres, attachée par un ruban de soie rouge décoloré. Des dizaines d'enveloppes jaunies par le temps et couvertes de timbres vietnamiens. Puis des photographies qu'il disposait avec soin sur le sol devant les pierres tombales. Lynn enceinte, sa main posée sur son ventre arrondi, souriant à l'objectif malgré ses yeux tristes. Lynn tenant un nouveau-né emmailloté, le même bébé que j'avais vu sur la photo cachée, dans le vieux costume. Un petit garçon de 3 ou 4 ans, riant aux éclats, tenant la main d'Henri en uniforme militaire, un Henri que je ne reconnaissais pas, si jeune, le visage encore intact, avant que la guerre ne grave ses cicatrices invisibles. Il y avait aussi des dessins d'enfants, tracés au crayon de couleur sur du papier devenu cassant, des maisons, des arbres, des avions, des soldats, des fleurs de lotus séchées, si fragiles qu'elles semblaient prêtes à se désintégrer au moindre souffle de vent, et un petit avion jouet en métal, peint en vert et rouge, si usé que la peinture avait presque entièrement disparu, comme si on l'avait manipulé des milliers de fois. Henri disposait tout cela devant les tombes, comme on dresse un autel, avec une précision rituelle qui parlait de 50 années de répétition. Puis il a commencé à parler, et sa voix brisée m'a transpercée comme une lame. « Lynn, mon amour, 50 ans aujourd'hui, 50 ans depuis que je t'ai promis de revenir, 50 ans depuis que je t'ai juré que je viendrais vous chercher, toi et notre fils, que je vous ramènerais en France, que nous aurions une maison en Provence avec un jardin où Henri pourrait jouer. » Sa voix se décomposait à chaque mot, s'effritait comme les fleurs séchées, qu'il tenait maintenant entre ses doigts tremblants. Puis il est passé au vietnamien, cette langue que je ne comprenais pas mais dont chaque syllabe résonnait de douleur pure. J'entendais les mots sans les comprendre, mais la souffrance était universelle, transcendait toute barrière linguistique. Il caressait la pierre tombale de Lynn, comme on caresse le visage d'un être aimé, ses doigts suivant les contours des lettres gravées. Puis il l'a embrassé, ce morceau de granit froid, avec une tendresse qui m'a déchiré le cœur. Son corps entier tremblait, secoué de sanglots qu'il tentait vainement de retenir, se pliant presque en deux sous le poids d'un chagrin qui n'avait jamais faibli. Puis il s'est tourné vers la petite tombe, celle de l'enfant, et là, quelque chose en lui s'est complètement brisé. « Henri, mon fils, tu aurais 57 ans aujourd'hui, l'âge que j'avais quand Julien est devenu père pour la première fois. Tu serais architecte comme moi. Je t'aurais enseigné à dessiner des plans, à voir la beauté dans les lignes et les angles. Tu aurais des enfants, mes petits-enfants que je n'ai jamais connus. Tu aurais vécu, aimé, construit ta vie. » Les sanglots le submergeaient maintenant complètement, des pleurs rauques d'homme qui ne pleure jamais, de père qui n'a jamais pu faire son deuil. Il a sorti de sa poche d'autres photographies, récentes celles-là. Notre famille. Julien, Sophie, Nicolas, nos petits-enfants. Il les montrait aux pierres tombales, comme on présente sa famille à des proches qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Regarde, j'ai eu d'autres enfants. 3 beaux enfants qui sont devenus des adultes merveilleux. 5 petits-enfants qui remplissent ma vie de joie. Mais tu es toujours mon premier fils, Henri.
Tu seras toujours mon premier-né, celui que je n'ai pas pu protéger, celui que j'ai abandonné. » Ce dernier mot est sorti comme un cri étranglé, une confession arrachée, au tréfonds de son âme. Je ne pouvais plus respirer. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les retenir. Mon cerveau tentait désespérément d'assembler les pièces du puzzle, et chaque révélation arrivait comme une vague qui me submergeait. Il avait eu un fils avant nos enfants, un premier amour avant moi. Il avait perdu une famille entière avant de construire la nôtre. Et pendant 50 ans, chaque 15 juin, le jour qui était censé célébrer notre union, il venait ici demander pardon à ses morts pour avoir osé continuer à vivre, à aimer, à être heureux. Il portait cette culpabilité du survivant, comme une seconde peau, invisible mais toujours présente, le dévorant de l'intérieur, jour après jour. Mon pied a écrasé une branche morte. Le craquement a résonné comme un coup de feu dans le silence du cimetière. Henri s'est retourné brusquement, et nos regards se sont croisés. Sur son visage, j'ai lu une succession d'émotions qui se bousculaient, l'horreur d'avoir été découvert, la honte d'avoir gardé le secret si longtemps, le désespoir de celui qui sait que tout va maintenant s'effondrer. Marianne, mon Dieu, pardonne-moi. Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé, à peine audible. Il était toujours à genoux, entouré de souvenirs d'une vie antérieure, les joues striées de larmes, l'image même du chagrin absolu. Je me suis avancée, mes jambes bougeant mécaniquement alors que mon esprit était encore en état de choc. Je me suis arrêtée devant les deux tombes, lisant et relisant les inscriptions, comme si les mots allaient changer de sens si je les regardais assez longtemps. Une femme de 30 ans, un enfant de 7 ans. Mort la même année où Henri m'avait épousée. J'ai ouvert la bouche, et ma voix est sortie glaciale, coupante comme du verre brisé, ne ressemblant en rien à celle que j'avais utilisée pendant 50 ans de mariage. Raconte-moi. Tout. Maintenant. Nous nous sommes assis sur un banc de pierre, un peu plus loin, à quelques mètres des deux tombes, comme si j'avais besoin de cette distance dérisoire pour pouvoir respirer. Le cimetière semblait retenir son souffle avec moi. Henri avait encore les yeux rouges, les mains posées sur ses genoux, la boîte ouverte entre nous deux comme une troisième présence, lourde de secrets, enfin exhumée. Quand il avait commencé à parler, sa voix était rauque, étranglée, celle d'un homme plus vieux que ses 70 ans. Il m'a raconté Saïgon, 1967. Il avait 22 ans, jeune lieutenant fraîchement débarqué au Vietnam avec des idées confuses sur l'honneur, la patrie et le devoir. Ce qu'il avait trouvé là-bas, ce n'était pas l'héroïsme, mais la boue, la chaleur étouffante, les odeurs de sang et de fumée, les cris des blessés qui résonnèrent la nuit comme des échos infernaux, le chaos, la peur, la mort banalisée. Et au milieu de cet enfer, un hôpital. C'est là qu'il avait rencontré Lynn. Elle avait 20 ans, venait d'une famille éduquée de Saïgon, parlait un français presque parfait appris dans une école catholique. Elle portait ses uniformes blancs d'infirmière qui se salissaient en quelques heures. Mais son regard restait clair, déterminé. Elle lavait le sang des uniformes, posait des pansements sur des blessures béantes, tenait la main des mourants jusqu'à leur dernier souffle. Elle comprenait mieux que lui l'absurdité de cette guerre, mais refusait de se laisser engloutir par le désespoir. Il s'était rapproché par petites touches, au fil des jours, des nuits, des gardes. Quelques mots échangés en français au-dessus d'un brancard, un sourire furtif dans le couloir, un bol de soupe qu'elle lui apportait quand il s'effondrait de fatigue. Leur amour avait un reste à la fois inévitable et impossible. Un soldat français et une Vietnamienne, du camp d'en face.
Une histoire condamnée dès le départ. Mais la guerre brouille les frontières, efface les conventions. Quand la mort rôde à chaque coin de rue, on s'accroche à la moindre parcelle de vie. Il m'a décrit leur rendez-vous clandestin dans le petit jardin derrière l'hôpital, entre deux rangées de frangipaniers. Ils se retrouvaient à la tombée de la nuit, quand les bombardements cessaient un instant, et chuchotaient des rêves insensés d'avenir normal. Lynn lui parlait de son enfance, de ses études, de ses frères partis dans la jungle. Lui parlait de la Provence, des champs de lavande, de la lumière dorée sur les pierres des maisons. Dans ce jardin minuscule, il s'était inventé un monde parallèle où la guerre n'existait pas. Quand Lynn était tombée enceinte, il avait ressenti à la fois une joie démesurée et une peur panique. Comment élever un enfant dans un pays en feu? Comment protéger un bébé des bombes, des balles, de la haine? Pourtant, il avait décidé d'y croire. Il lui avait promis qu'il se marierait, qu'il la ferait venir en France. Il avait écrit à ses parents pour leur annoncer qu'ils allaient être grands-parents. Décrit Lynn comme une femme courageuse, intelligente, digne de leur nom. Il avait commencé à dessiner les plans d'une maison en Provence, avec 3 chambres, un jardin, un figuier au fond. En février 1968, leur fils était né. Il l'avait appelé Henri. Quand il l'avait pris dans ses bras pour la première fois, minuscule paquet chaud aux yeux sombres qui le fixaient avec une intensité presque douloureuse, il avait senti quelque chose se remettre en place en lui. Pour la première fois de sa vie d'adulte, tout avait un sens. Ce n'était plus la guerre qui dictait sa vie, mais ce petit être qui serrait son doigt avec une force disproportionnée. Il faisait des photos dès qu'il le pouvait, avec un vieux appareil qu'il s'était procuré au marché noir. Lynn assise sur un lit d'hôpital, Henri bébé contre elle. Henri, 3 ans, courant dans le jardin, un avion en bois à la main. Henri dessinant maladroitement une maison avec 3 fenêtres et un arbre. Il tenait un journal où il notait chaque progrès, chaque sourire, chaque mot balbutié. Il dessinait en parallèle des plans de maisons qu'il ne construirait jamais, des ponts qu'il rêvait de voir son fils franchir. Puis il y avait eu mars 1968. L'offensive du Tet. Les combats s'étaient rapprochés de Saïgon. Les bombardements se multipliaient, l'hôpital débordait de blessés. Un jour, alors qu'il accompagnait un convoi, un éclat d'obus avait transpercé sa poitrine. Il se souvenait du goût métallique du sang dans sa bouche, du ciel qui tournait, de la voix de Lynn qui criait son nom. On l'avait transporté d'urgence, et avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, il se retrouvait sur un brancard, dans un avion militaire, en direction de Paris. Il m'a dit qu'il avait hurlé le nom de Lynn, celui de son fils, qu'il s'était débattu, qu'il avait supplié qu'on le laisse rester. Mais ses suppliques s'étaient merdues dans le vrombissement des moteurs. On évacuait les blessés graves, on ne demandait pas leur avis. Il avait quitté le Vietnam avec un trou dans le poumon et un trou béant dans le cœur. Les années suivantes avaient été une succession d'hôpitaux, de salles d'opération, de rééducation. 1968, 1969, 1970. La vie en France avait repris son cours, indifférente, pendant que lui se battait pour respirer normalement, pour apprendre à marcher sans douleur. Il écrivait des lettres à Lynn dès qu'il en avait la force. Des dizaines, puis des centaines. Il les confiait au courrier militaire, au Croissant Rouge, à quiconque acceptait de les prendre. Il envoyait de l'argent, des documents pour lancer les démarches de regroupement familial, des formulaires pour que Lynn et leur fils puissent être évacués. Les réponses ne venaient pas. Le Croissant Rouge lui disait que la situation était chaotique, que le courrier se perdait, que les zones contrôlées changeaient sans cesse de main. On lui conseillait d'attendre.
de patienter. Il y avait toujours ce mot « plus tard ». Plus tard, quand la situation sera stabilisée. Plus tard, quand les négociations auront abouti. Plus tard, quand il avait essayé de repartir au Vietnam, avait supplié sa hiérarchie, écrit à des élus, frappé à toutes les portes possibles. La réponse avait été la même partout. Impossible, trop dangereux, pas autorisé. La France se retirait. La page était en train de se tourner à coups de tampons administratifs. Pendant 6 ans, il avait vécu suspendu entre deux mondes. Son corps en France, son esprit dans un hôpital de Saïgon, dans un petit jardin derrière, à imaginer Lynn et Henri l'attendant chaque jour sur le seuil d'une maison qui n'existait pas encore. Il s'accrochait à l'idée qu'aucune mauvaise nouvelle ne signifiait pas forcément une bonne, mais au moins l'espoir restait possible. Puis était arrivé avril 1975. La chute de Saïgon, les images des hélicoptères décollant des toits d'ambassade, des foules affolées courant sur les pistes, avaient envahi les écrans de télévision. Henri m'a dit qu'il se souvenait avoir regardé ces images avec la sensation que son cœur se disloquait dans sa poitrine. Quelques semaines plus tard, il avait reçu une lettre du Comité international de la Croix-Rouge. Lynn Nguyen et Henri Nguyen, son fils, identifié parmi les victimes d'un bombardement sur un hôpital de Saïgon, le 28 avril 1975. Corps évacué vers la France dans le cadre d'un programme pour les familles de soldats français. Inhumé au cimetière du Père-Lachaise, section Indochine. Condoléances officielles, mots vides sur un papier glacé. Le reste de son récit, je l'écoutais à peine, tant mes propres émotions me submergeaient. Il avait sombré dans une dépression profonde, flirté avec l'idée du suicide, passé des mois dans une clinique psychiatrique où on essayait de recoller les morceaux d'un homme qui ne voulait plus vivre. Il se voyait comme un traître. Il avait promis de revenir, de protéger, d'arracher sa famille à la guerre. Et au final, il était le seul à avoir été sauvé. À l'automne 1975, ses parents, épuisés de le voir dépérir, avaient décidé qu'il lui fallait une nouvelle vie, une nouvelle raison de se lever le matin. C'est à cette époque que je l'avais rencontré, dans cette galerie du Marais, ignorant que j'étais en train de croiser la route d'un survivant brisé. Il m'avait choisi, non pas parce qu'il ne pensait plus à Lynn ou à leur fils, mais parce qu'il ne supportait plus d'être seul avec leur fantôme. Il s'était dit qu'en étant un bon mari, un bon père, il pourrait peut-être racheter sa faute, se montrer digne de l'amour qu'il lui avait donné. Mais chaque année, le 15 juin, le jour de notre mariage, la culpabilité l'écrasait. Ce jour qui pour moi symbolisait notre union était pour lui le rappel le plus vif de sa trahison. Il venait ici, s'agenouillait devant leur tombe, leur parlait, leur demandait pardon de continuer à vivre, de connaître encore des moments de joie, de voir grandir d'autres enfants, alors que leur fils à eux n'avait jamais atteint ses 8 ans. C'est là qu'il m'a parlé de moi, de nous. Il m'a dit qu'il m'avait aimé, différemment de Lynn, mais réellement, que j'avais été sa planche de salut, celle qui l'avait empêché de sombrer définitivement, que notre maison, nos enfants, nos routines avaient été sa façon de rester du côté des vivants. Mais il n'avait jamais su comment m'expliquer qu'une partie de son cœur était restée figée en 1975, dans un couloir d'hôpital bombardé à Saïgon. Il avait peur que, si je connaissais toute l'histoire, je vois notre mariage comme une imposture, une vie de substitution bâtie sur les ruines d'une autre. Il avait peur que nos enfants se sentent comme des remplaçants, des compensations. Alors il avait compartimenté son existence, une vie avec nous, bien réelle, concrète, vécue jour après jour, et une autre avec eux,
immobile, conservé dans cette boîte, dans ses lettres, dans ses visites annuelles. Je l'écoutais, les larmes coulant sans interruption. Mes émotions se mélangeaient en un chaos difficile à démêler. Il y avait un soulagement indéniable. Ce n'était pas une maîtresse au sens où je l'avais imaginée, pas une liaison cachée qui se serait poursuivie en parallèle de notre mariage. Il n'avait pas mené une double vie avec une autre femme vivante. Son secret n'était pas une trahison classique, mesquine. C'était pire, en un sens, et en même temps infiniment plus tragique. Il y avait la douleur crue de savoir que pendant 50 ans, il ne m'avait pas jugé digne de partager ce fardeau. Il m'avait protégée, disait-il, mais ce mot sonnait comme un mensonge maintenant. Je ne me sentais pas protégée. Je me sentais tenue à l'écart, infantilisée, comme si j'étais trop fragile pour affronter la vérité, comme si mon amour n'avait pas été assez solide pour supporter la présence de cette autre histoire. Je ressentais une forme d'humiliation sourde. Pendant que je préparais des gâteaux d'anniversaire, que je repassais ses chemises, que j'organisais les vacances en famille, il portait en secret le deuil d'une femme et d'un enfant que je ne connaissais même pas de nom. J'étais la seconde épouse qui n'avait jamais été mise au courant de la première vie de son mari. J'avais bâti ma vie sur un terrain dont une partie m'avait été volontairement cachée. Il y avait aussi un deuil, qui n'était pas le mien, et qui pourtant m'écrasait. Le deuil de Lynn, cette femme que je ne rencontrerais jamais, que je n'avais aucune raison de détester, et qui pourtant avait partagé avec moi le même homme dans 2 temps différents de sa vie. Le deuil de ce petit garçon qui portait le même prénom que mon mari, et qui, s'il avait vécu, aurait été le demi-frère de mes enfants. Le deuil de toutes ces vies brisées par une guerre qui n'était pas la nôtre, mais dont les éclats avaient frappé jusque dans notre salon parisien. Et puis, il y avait cette jalousie étrange, presque honteuse, non pas tournée vers une rivale vivante, mais vers un souvenir, une histoire figée dans la tragédie. Comment rivaliser avec un amour éternellement jeune, arrêté à son apogée, jamais confronté à la routine, aux disputes, aux compromis du quotidien? L'amour qu'il avait partagé avec Lynn n'avait jamais eu le temps de s'user, de se banaliser. Il restait pour toujours lié à la passion, au danger, au sacrifice. Le mien, avec lui, était fait de factures à payer, de maladies d'enfants, de linge à étendre. 2 réalités incomparables. Et pourtant, dans ce moment précis, je ne pouvais m'empêcher de me sentir secondaire. Quand j'ai finalement trouvé ma voie, elle tremblait de tous ces sentiments entremêlés. Je lui ai dit que pendant toutes ces années, il avait cru me protéger en se taisant, alors qu'en réalité il se protégeait lui-même, qu'il avait choisi la solution la plus confortable pour lui, garder ces 2 vies séparées, ne pas avoir à faire le travail douloureux de les réconcilier. Qu'en m'excluant de ce chapitre fondamental de son histoire, il m'avait privé de la possibilité d'être vraiment sa compagne, son égale. 50 ans, Henri. 50 ans où j'aurais pu t'aider à porter cette douleur. J'aurais pu venir ici avec toi, allumer une bougie, poser des fleurs, intégrer Lynn et ton fils dans notre récit familial, au lieu de te laisser t'enfermer seule dans ta culpabilité. Au lieu de ça, tu as vécu ton deuil dans l'ombre, et tu m'as laissé dans une autre ombre, celle de ton silence. Nos enfants ont grandi avec un père fantôme, présent physiquement mais toujours un peu ailleurs, perdu dans des pensées qu'il ne comprenait pas. Je t'ai aimé du mieux que j'ai pu, mais je réalise aujourd'hui que j'ai aimé un homme qui, au fond de lui, aimait encore une autre femme et un enfant disparu. Non, pas une autre, au sens simple. Je comprends maintenant que c'est plus compliqué que ça. Mais tu ne m'as pas laissé le choix de l'accepter ou non.
Tu as décidé pour moi. » Les mots m'échappaient, comme un flot que je ne pouvais plus retenir. Je voyais combien ils le blessaient, mais je ne pouvais pas les retenir. Ils avaient été comprimés trop longtemps. Finalement, je me suis levée, incapable de rester une minute de plus entre ces deux tombes, entre ces deux vies. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Du temps pour digérer, pour faire mon propre deuil de l'illusion dans laquelle j'avais vécu. Du temps pour décider si je pouvais, à mon tour, vivre avec cette vérité. Puis j'ai tourné le dos à Henri, assis sur ce banc, le regard perdu entre deux pierres gravées, et je suis partie, chancelante, en retenant à peine les sanglots qui montaient. Je l'ai laissé là, seul avec ses morts, comme il m'avait laissé seul avec nos vivants pendant 50 ans. La semaine qui avait suivi ma découverte au Père-Lachaise s'était écoulée dans un silence épais, presque palpable, qui avait envahi chaque recoin de notre maison. Quand j'étais rentrée ce jour-là, les invités attendaient toujours, perplexes, se demandant où étaient massés les jubilaires. J'avais improvisé un mensonge qui me brûlait la langue. Henri était tombé malade subitement. Nous devions reporter la fête. Les sourires s'étaient transformés en mines inquiètes. On m'avait assuré de leur soutien, promis de reprogrammer. Et progressivement, la maison s'était vidée. Julien, Sophie et Nicolas m'avaient à se regarder avec suspicion. Ils connaissaient assez leur mère pour sentir qu'il se passait quelque chose de plus grave qu'une simple indisposition. Mais j'avais levé la main, les suppliant du regard. « Pas maintenant. S'il vous plaît, pas maintenant. » Ils étaient repartis, inquiets mais respectueux de ma demande, emmenant leur propre famille dans un brouhaha de questions sans réponse. Henri était rentré en fin d'après-midi, le visage ravagé, les yeux gonflés. Nous nous étions croisés dans le couloir sans nous parler. Il s'était dirigé vers son cabinet de travail avec sa boîte, et j'avais entendu la porte se fermer doucement, ce clic qui signifiait qu'un territoire venait d'être délimité. Cette nuit-là, il avait dormi sur le canapé de son bureau. Et la suivante, et toutes celles d'après. Nous vivions comme deux locataires partageant un appartement par contrainte économique, nous croisant aux heures des repas que nous prenions en silence, chacun fixant son assiette comme si elle contenait des réponses. Plusieurs fois je l'avais senti s'approcher, cherchant peut-être les mots justes, mais je détournais systématiquement le regard. Je n'étais pas prête. Mon cœur était un champ de bataille où s'affrontaient la compassion et la colère, l'amour et le ressentiment, la compréhension et le sentiment d'avoir été trahi. Le 5e jour, Julien avait débarqué sans prévenir. Il m'avait trouvé dans la cuisine, épluchant machinalement des légumes que je ne comptais pas cuisiner. « Maman, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Papa est malade? Vous vous êtes disputés? Quelqu'un m'est mort ?» Sa voix oscillait entre l'inquiétude filiale et l'exaspération de celui qui en a assez d'être tenu à l'écart. Je m'étais assise à la table de la cuisine, et les mots s'étaient déversés. Toute l'histoire, dans le désordre, entrecoupée de silence et de larmes que je ne cherchais plus à retenir. Lynn, le petit Henri, le Vietnam, les 50 années de secret, les tombes au Père-Lachaise. Julien m'écoutait, le visage passant par une palette d'expressions. L'incrédulité, le choc, la tristesse, la colère. Il avait immédiatement appelé Sophie et Nicolas. Dans l'heure, ils étaient tous les trois dans le salon, assis côte à côte comme lorsqu'ils étaient enfants, et que nous leur annoncions quelque chose d'important. Je leur avais tout répété. Et cette fois, raconter était un peu moins douloureux, comme si les mots perdèrent de leur tranchant, à force d'être prononcés. Nous avions un frère ? La voix de Sophie était à peine un murmure, brisée par l'incompréhension. Un demi-frère qui serait mort à 7 ans ?
Papa avait une famille entière avant nous. Nicolas s'était levé, marchant de long en large, les mains dans les cheveux. Pourquoi il n'a jamais rien dit? On aurait pu comprendre. On n'est plus des gosses depuis longtemps. Sophie pleurait doucement, les bras serrés autour d'elle-même. Maintenant tout a du sens. Cette tristesse dans son regard, même quand il souriait. Ces cauchemars qu'on entendait parfois la nuit, quand on était petit. Sa façon de nous serrer très fort dans ses bras, comme s'il avait peur qu'on disparaisse. Mon Dieu, maman, combien il a dû souffrir, seul avec ça pendant 50 ans. Nicolas, lui, était en colère. Je comprends la souffrance, mais maman a raison. Il aurait dû nous le dire. À nous, au moins, quand on est devenu adulte. On aurait été là pour lui. Pour vous deux. Au lieu de ça, il vous a forcé à vivre dans le mensonge. Julien, toujours le médiateur, avait tenté de tempérer. « Maman, je comprends ta colère. Vraiment. Mais essaie de te mettre à sa place. Papa a vécu quelque chose que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Il a perdu sa première famille dans les pires circonstances possibles. S'est senti coupable de leur mort. A survécu avec ce poids. Le stress post-traumatique, la culpabilité du survivant. Il a géré ça comme il a pu, avec les outils qu'il avait. Et ces outils, c'était le silence, la compartimentation. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Leurs paroles tournaient en boucle dans ma tête les jours suivants. J'avais besoin de comprendre, pas seulement émotionnellement, mais intellectuellement. J'étais allée à la bibliothèque municipale, avais emprunté des livres sur la guerre du Vietnam, sur les traumatismes de guerre, sur le deuil compliqué. Je lisais tard dans la nuit, découvrant des témoignages d'autres soldats, d'autres familles brisées par des conflits lointains, dont les échos résonnaient encore des décennies plus tard. J'avais aussi pris rendez-vous avec une psychologue, une femme d'une 60aine d'années au regard bienveillant, qui m'avait écoutée pendant 1 heure, sans m'interrompre. Quand j'avais fini, elle avait hoché lentement la tête. « Votre mari souffre probablement d'un stress post-traumatique complexe, doublé d'une culpabilité massive du survivant. Ce que vous décrivez, la compartimentation, le rituel annuel, l'incapacité à verbaliser, ce sont des mécanismes de défense typiques. Il a construit 2 vies hermétiques, l'une figée dans le passé, dans cette boîte qu'il ouvrait 1 fois par an, l'autre avec vous, bien réelle mais toujours menacée par ce qui était enfermé dans la boîte. Il avait peur qu'en mélangeant les 2, tout s'effondre, et elle m'avait regardé avec douceur avant d'ajouter « Cela ne signifie pas qu'il ne vous aimait pas, madame. Simplement, il vous aimait différemment, pas avec la passion déchirante de la jeunesse et du danger, mais avec une gratitude profonde, un besoin de stabilité, un désir de construire quelque chose qui dure. Ce sont 2 formes d'amour, et aucune n'est moins valable que l'autre. Henri m'avait laissé la boîte avant que je ne quitte le cimetière, ce jour-là. Elle était restée sur ma commode pendant des jours, avant que je trouve le courage de l'ouvrir vraiment. Une nuit d'insomnie, j'avais sorti les lettres qu'il avait écrites à Lynn, celles qu'il n'avait jamais pu lui envoyer après 1968. Son écriture était celle d'un jeune homme, pleine d'espoir et de projets. Il décrivait la maison qu'il construirait pour eux, le jardin où leur fils jouerait, les vacances qu'il prendrait sur la Côte d'Azur. Il promettait l'éternité avec la naïveté de celui qui croit encore que l'amour peut vaincre la guerre. En lisant ces lettres, j'avais compris qu'Henri a 22 ans et Henri a 70 ans étaient 2 personnes différentes. La guerre l'avait brisé, recomposé en quelqu'un d'autre. L'homme qui m'avait épousée n'était plus ce jeune soldat plein de rêves. C'était un survivant
qui tentait de s'accrocher à la vie par tous les moyens possibles. J'avais aussi assisté à une réunion de l'Association des anciens combattants du Vietnam. Dans une salle municipale triste, une vingtaine d'hommes âgés et quelques épouses partageaient café et gâteaux secs. J'avais écouté leurs histoires, terribles, chacune à sa manière. Des familles laissées derrière, des enfants jamais connus, des amitiés brisées par des balles perdues, des actes commis sous les ordres et qui hantaient encore 50 ans plus tard. Une femme, Monique, dont le mari avait les mains qui tremblaient en permanence, m'avait pris à part. Il lui a fallu 40 ans pour me raconter qu'il avait accidentellement tué un enfant pendant une patrouille. 40 ans à vivre avec ça, à se réveiller en sueur, à sursauter au moindre bruit. Ces hommes ne se taisent pas par méchanceté ou par mépris. Ils se taisent parce que parler, c'est revivre. Et revivre, c'est mourir un peu. Ces mots m'avaient percuté de plein fouet. Je m'étais sentie égoïste, centrée sur ma propre blessure, alors qu'Henri avait porté quelque chose de bien plus lourd. Ma colère venait de me sentir mise à l'écart, considérée comme trop faible pour partager son fardeau. Mais peut-être qu'Henri ne me considérait pas comme faible. Peut-être qu'il se considérait lui-même trop fragile pour oser ouvrir cette porte. 2 semaines après le cimetière, en triant le courrier, j'étais tombée sur une vieille coupure de journal qui avait glissé d'un livre qu'Henri lisait. Le Monde, avril 1975. Un article sur la chute de Saïgon, accompagné d'une liste partielle de victimes françaises et de leurs proches. 2 noms étaient soulignés en rouge, Lynn Nguyen, Henri Nguyen. Dans la marge, d'une écriture tremblante que je reconnaissais à peine, Henri avait écrit « J'ai promis de revenir. Je n'ai pas tenu ma promesse. Comment suis-je censée vivre avec ça ?» Mon cœur s'était littéralement brisé. Cette phrase, griffonnée il y avait 50 ans et jamais montrée à personne, résumait toute sa vie depuis. Il ne s'était jamais pardonné. Chaque sourire, chaque moment de bonheur avec nous, chaque réussite professionnelle était teintée de cette culpabilité. Il avait survécu, construit une nouvelle famille, connu des joies, alors qu'eux étaient un mort. J'avais plié soigneusement la coupure, l'avais remise dans le livre, et j'étais allée vers son cabinet. Il était là, penché sur ses plans, dessinant des lignes précises, avec cette concentration qui était son refuge depuis toujours. Je m'étais assise sur la chaise à côté de lui. Il avait levé les yeux, surpris, effrayé peut-être. Nous étions restés silencieux un long moment. Puis j'avais parlé, ma voix plus douce qu'elle ne l'avait hâte depuis des semaines. Je ne peux pas te dire que je ne suis plus en colère, Henri. Je le suis encore, mais je commence à comprendre. Et je veux essayer, pas d'effacer le passé, ce serait impossible. Pas même de le pardonner parce que je ne suis pas sûre que ce soit mon rôle, mais de l'intégrer. Lynn et ton fils font partie de toi. Ils ont façonné l'homme que tu es devenu, ce qui signifie qu'ils font partie de notre histoire aussi, qu'on le veuille ou non. Alors, peut-être qu'au lieu de les garder cachés, on pourrait leur faire une place. Une vraie place. Henri avait laissé tomber son crayon. Ses épaules s'étaient mises à trembler, puis tout son corps. Il pleurait comme je ne l'avais jamais vu pleurer. Des sanglots qui venaient du plus profond de lui, 50 ans de retenue qui se brisaient enfin. Et pour la première fois en 50 ans, il ne pleurait pas seul. J'avais posé ma main sur son épaule, et nous étions restés là, dans ce bureau encombré de plans et de souvenirs, à pleurer ensemble sur des vies perdues et sur une vie partagée qui avait été construite sur des fondations que nous devions maintenant apprendre à reconnaître. Les mois qui avaient suivi notre conversation dans le cabinet d'Henri,
avait été consacrée à ce que j'appelais intérieurement la reconstruction. Pas une réparation. On ne répare pas 50 ans de silence en quelques semaines, mais une reconstruction, pierre par pierre, d'un édifice qui intégrerait désormais toutes les pièces du puzzle. Mon plan n'était pas dicté par la vengeance ou l'amertume, mais par une conviction profonde que le seul chemin possible passait par l'inclusion, pas l'exclusion. Il fallait faire sortir Lynn et le petit Henri de l'ombre, leur donner une place dans notre histoire familiale, non comme des fantômes encombrants, mais comme des êtres qui avaient s'en compté et qui comptaient encore. J'avais proposé à Henri que nous retournions au cimetière ensemble, le prochain 15 juin. Mais cette fois, avec nos enfants et petits-enfants. Il avait d'abord pâli, secoué la tête. Comment leur expliquer? Comment les regarder en face après leur avoir caché cela si longtemps? Je lui avais répondu que nos enfants savaient déjà, qu'ils avaient eu le temps de digérer, et que ce dont ils avaient besoin maintenant, c'était de rencontrer ce frère aîné qu'ils n'avaient jamais connu. Le 15 juin de l'année suivante était arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Ce matin-là, j'avais réveillé Henri, alors que l'aube pointait à peine. « Habille-toi, nous y allons ensemble aujourd'hui. » Il s'était levé sans un mot, avait enfilé ce vieux costume gris qu'il portait depuis 50 ans pour ses visites solitaires. Mais cette année, sa boîte de souvenirs ne l'accompagnait pas. Elle était restée ouverte sur son bureau, ses trésors désormais partagés, photographiés, intégrés dans les albums de famille. Quand nous étions arrivés au Père-Lachaise, nos 3 enfants nous attendaient déjà devant les grilles, accompagnés de leurs conjoints et de nos 5 petits-enfants. Les enfants, âgés de 10 à 15 ans, avaient ce sérieux inhabituel des jeunes confrontés à quelque chose qui dépasse leur quotidien. Julien portait un bouquet de fleurs blanches. Sophie tenait une enveloppe. Nicolas avait les mains vides, mais les yeux rouges. Nous avions marché en silence à travers le cimetière. Ce chemin qu'Henri connaissait par cœur, mais que je ne parcourais que pour la 2e fois. Cette fois, je n'étais pas cachée derrière un mausolée. Je marchais à ses côtés, nos doigts entrelacés, nos enfants derrière nous comme une procession. Devant les 2 pierres tombales, j'avais déposé le bouquet de lotus que j'avais commandé spécialement dans une épicerie asiatique du 13e arrondissement. Le fleuriste, un vieil homme vietnamien, m'avait regardé avec curiosité quand je lui avais expliqué à quoi ces fleurs étaient destinées. Il m'avait offert un sourire triste et avait ajouté quelques tiges supplémentaires, sans rien dire. Je m'étais agenouillée devant les tombes, consciente que toute ma famille m'observait. Ma voix avait tremblé au début, puis s'était affermie. « Lynn, je ne vous ai jamais connue. Nous n'avons jamais échangé un mot, partagé un regard. Mais vous avez donné à Henri son premier amour, son premier enfant, sa première raison de croire en l'avenir, au milieu de l'horreur. Vous l'avez aimé quand il n'était qu'un jeune homme perdu dans une guerre qui n'avait pas de sens. Et grâce à vous, il est revenu vivant, brisé, certes, hanté, certainement, mais vivant. Sans vous, je ne l'aurais jamais rencontré. Alors merci. Merci de l'avoir aimé d'abord. Je m'étais tournée vers la petite tombe, celle qui portait le nom de mon mari. Henri, mon petit, tu as 3 frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Julien, Sophie et Nicolas. Ils ne t'ont jamais connu. Mais maintenant, ils savent que tu existes. Tu as aussi 5 petits-neveux et nièces qui portent en eux une partie de ton père. Donc, une partie de toi. Tu fais partie de cette famille. Tu l'as toujours été, même quand nous l'ignorions. Julien s'était avancé le premier, maladroit, ne sachant visiblement pas quelle posture adopter,
devant la tombe d'un frère qu'il découvrait à 48 ans. « Grand frère », avait-il murmuré. « J'ai toujours été l'aîné de cette famille, ou du moins je le croyais. Mais tu étais là, avant moi. Pardonne-nous de ne pas avoir su. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cherché plus tôt. » Sophie avait sorti de son enveloppe un dessin que sa fille aînée, Emma, avait fait. C'était une maison avec un grand jardin, un soleil jaune dans le ciel et 7 personnages stylisés se tenant par la main. Elle l'avait posé délicatement contre la pierre. « C'est ta nièce Emma qui a dessiné ça. Elle a 15 ans. Quand je lui ai parlé de toi, elle a dit qu'elle voulait que tu saches que tu avais ta place dans notre famille. Alors voilà, tu es sur ce dessin avec nous tous. » Nicolas, toujours le plus émotif de nos 3 enfants, avait eu du mal à parler. Papa a porté ça tout seul pendant 50 ans. Avait-il fini par articuler entre 2 sanglots. 50 ans à venir ici en cachette, à te parler en secret, à se sentir coupable d'être heureux avec nous. Mais maintenant, on est tout là. Tu n'es plus un secret. Tu es notre frère. Et on ne t'oubliera pas. Emma, notre petite fille aînée, s'était approchée d'Henri, avec une curiosité enfantine, dénuée de gêne. « Papy, il était comment? Mon oncle Henri ?» C'était la première fois qu'Henri parlait de son fils devant toute la famille. Et je voyais la lutte sur son visage, ce combat entre le réflexe du silence et le besoin de partager. « Il te ressemblait », avait-il finalement dit d'une voix rauque. « Curieux comme toi, toujours à poser des questions. » Il adorait dessiner, exactement comme tu adores peindre. Il riait beaucoup. Sa mère disait qu'il riait même dans son sommeil. Les semaines suivantes, j'avais entrepris des recherches pour retrouver d'éventuels membres de la famille de Lynn encore en vie. Par l'intermédiaire de l'association de la communauté vietnamienne de Paris, j'avais fini par localiser une certaine Mai Nguyen, 60 ans, arrivée en France dans les années 80. Quand je l'avais contactée en lui expliquant que je cherchais des informations sur une Lynn Nguyen née en 1945, il y avait eu un long silence au téléphone, puis un sanglot étouffé. C'était ma tante, la sœur de ma mère. Je pensais que toute cette branche de la famille avait disparu pendant la guerre. Nous nous étions donné rendez-vous dans un café près de Belleville. May était une petite femme aux cheveux gris, coupés courts, élégante dans sa simplicité. Quand je lui avais montré les photographies de Lynn que contenait la boîte d'Henri, elle s'était effondrée. Ces images que je pensais ne plus jamais revoir. Ma famille a tout perdu en fuyant. Nous n'avons pu emporter que ce que nous portions sur nous. Elle nous avait parlé de Lynn pendant plus d'1 heure. Une femme brillante qui rêvait d'études de médecine, qui lisait Baudelaire et Victor Hugo dans le texte, qui croyait que l'éducation pouvait transcender les différences culturelles. Quand elle avait rencontré Henri, elle savait que leur histoire était condamnée par le contexte, mais elle avait choisi de l'aimer quand même. Henri écoutait comme hypnotisé, découvrant des facettes de Lynn qu'il n'avait pas connues ou qu'il avait oubliées sous le poids du traumatisme. May avait sorti une lettre, la dernière qu'elle avait reçue de Lynn avant la chute de Saïgon. Elle parlait d'Henri, de ses promesses, de sa foi qu'il reviendrait les chercher. « Elle croyait en vous », avait dit May en regardant mon mari. Jusqu'au bout, elle a cru. Henri s'était effondré, la tête entre les mains. J'ai essayé. Je le jure devant Dieu, j'ai tout essayé. May s'était penchée vers lui, avait posé sa main sur son épaule. Je sais. Lynn le savait aussi. Ce n'est pas vous qui les avez tués. C'est la guerre. Cette maudite guerre qui nous a tous brisés. May nous avait invités à la célébration du Tet, le nouvel an vietnamien, dans une salle communautaire du 19e arrondissement. Nous y étions allés en famille.
intimidés par cette immersion dans un monde qui nous était étranger. La salle était remplie de Vietnamiens de tous âges, de couples franco-vietnamiens, d'enfants métis qui naviguaient entre deux cultures. Des histoires similaires à la nôtre circulaient dans chaque conversation. Des familles séparées, des amours brisés, des vies reconstruites sur des fondations fragiles. Encouragé par Mai, Henri avait pris la parole devant l'assemblée. Il avait raconté Lynn et leur fils, sa voix se brisant à plusieurs reprises. Le silence dans la salle était absolu. Beaucoup pleuraient, reconnaissant dans son histoire l'écho de leur propre perte. Un vieil homme s'était approché après. Moi aussi, j'ai perdu ma famille. J'ai gardé le silence 50 ans. Merci de parler. Ça aide à savoir qu'on n'est pas seul. Dans les mois qui avaient suivi, nous avions établi une nouvelle tradition. Chaque 15 juin, toute la famille se retrouvait au Père-Lachaise. Ce n'était plus le pèlerinage solitaire et culpabilisant d'Henri, mais un moment de recueillement collectif. Une façon d'honorer ceux qui avaient été perdus, tout en célébrant ceux qui étaient là. Julien avait fait installer une nouvelle plaque avec les photographies de Lynn et du petit Henri, pour que les visiteurs puissent voir leur visage, et pas seulement leur nom. J'avais commencé à apprendre quelques phrases en vietnamien. C'était difficile pour mon cerveau vieillissant, mais je m'appliquais. L'année suivante, devant les tombes, j'avais dit maladroitement, mais sincèrement « Camon, merci », mais qui nous accompagnait désormais à chaque visite, avait souri à travers ses larmes. « Lynn aurait aimé ça », avait-elle murmuré. Elle aurait vraiment aimé. Un an s'était écoulé depuis ce premier 15 juin passé en famille au Père-Lachaise. Un an de reconstruction lente, patiente, parfois douloureuse mais toujours orientée vers la lumière. Ce soir-là, notre maison débordait de vie et de voix mêlées. La grande table de la salle à manger croulait sous des plats que je n'aurais jamais imaginé préparer, il y a encore 2 ans, du nem ran croustillant, du pho parfumé à la coriandre et au basilic thé, du com tam, accompagné de ses garnitures colorées. Mem avait patiemment enseigné ses recettes dans notre cuisine, me corrigeant gentiment quand je mettais trop ou pas assez de nuoc mam, riant de mes tentatives maladroites de prononcer les noms des ingrédients. Les murs du salon, autrefois décorés uniquement de nos photos de mariage et des portraits scolaires de nos enfants, racontaient désormais une histoire plus complète. À côté de notre photo de noces en noir et blanc, il y avait maintenant celle de Lynn tenant son bébé, son sourire mélancolique figé pour l'éternité. Le petit Henri, à 3 ans, avec 7 avions jouets verts et rouges, qu'Henri avait gardé dans sa boîte pendant 50 ans, côtoyait les photos de Julien, Sophie et Nicolas au même âge. Une chronologie réorganisée, une famille enfin complète sur le papier glacé. Emma, notre petite fille aînée, bombardait Henri de questions entre 2 bouchées de Nems. « Papy, c'était comment Ségon? Il faisait vraiment aussi chaud qu'on dit? Tu avais peur tout le temps. Ton fils, mon oncle Henri, il parlait français ou vietnamien? » Henri répondait lentement, cherchant ses mots, marquant des pauses qui auraient été insupportables autrefois, mais qui maintenant faisaient simplement partie de son rythme. Il parlait les 2. Sa mère lui parlait en vietnamien, moi en français. Il mélangeait tout, créait ses propres mots. C'était beau à entendre. Les plus jeunes écoutaient, fascinés par ces fragments d'une histoire qu'on leur avait toujours cachée. Pour la première fois en 50 ans, la guerre du Vietnam n'était plus un sujet tabou dans notre maison. Elle prenait sa place dans notre histoire familiale, ni glorifiée ni minimisée, simplement reconnue pour ce qu'elle avait été, un cataclysme qui avait façonné l'homme que j'avais épousé, mais était devenu une présence régulière à notre table,
Nos petits-enfants l'appelaient Tante Maille, avec cette facilité des enfants à intégrer les nouvelles personnes dans leur cercle. Et elle avait amené sa propre famille, son mari français, leurs 2 fils adultes, ses petits-enfants métis qui ressemblaient étrangement aux nôtres. Nos 2 branches familiales, l'une française, l'autre vietnamienne, reliées par le fil ténu d'un amour disparu, il y a 50 ans, s'entrelaçaient maintenant naturellement autour de repas partagés et d'histoires échangées. Quand les derniers invités furent trop partis et que le calme retomba sur la maison, Henri et moi nous étions retrouvés sur le balcon, comme nous le faisions souvent ces derniers temps. La nuit était tombée sur Paris, et la tour Eiffel scintillait dans le lointain, avec ses lumières dorées, qui s'allumaient à l'heure pile. Il tenait ma main, nos doigts entrelacés avec une aisance nouvelle, sans cette tension imperceptible qui avait toujours existé auparavant, comme s'il craignait que je disparaisse si son étreinte se relâchait. J'avais peur, avait-il murmuré dans le silence ponctué par les bruits de la ville. Pendant toutes ces années, j'étais convaincue que si je te racontais la vérité, tu partirais, que tu penserais que notre mariage n'avait talent qu'un mensonge, que je t'avais utilisé pour fuir mes fantômes. Je pensais que nos enfants se sentiraient comme des substituts, des remplaçants d'une famille que j'avais perdue, que tout ce que nous avions construit s'effondrerait si j'ouvrais cette boîte. Et maintenant, avais-je demandé doucement. Il avait regardé la ville qui s'étendait devant nous, cette même ville qui nous avait vus nous rencontrer, nous marier, élever nos enfants, vieillir ensemble. Maintenant, je comprends que la vérité ne nous a pas détruits. Au contraire, elle nous a rendus plus solides, plus authentiques. J'ai aimé Lynn avec la passion brûlante de la jeunesse, dans le chaos de la guerre, avec cette urgence de ceux qui savent que chaque instant peut être le dernier. C'était un amour de feu et de désespoir. Mais je t'ai aimé aussi, Marianne. Différemment, oui, mais pas moins profondément. Un amour de guérison, de patience, de construction jour après jour. Un amour qui m'a permis de redevenir humain quand je ne l'étais plus vraiment. Sa voix s'était brisée légèrement avant qu'il ne reprenne. Il m'a fallu 50 ans pour m'autoriser à accepter cette vérité. Je peux les aimer tous les 2. Je peux me souvenir d'eux, les honorer, les pleurer, tout en vivant pleinement avec toi. Ce n'est pas une trahison envers leur mémoire. C'est simplement la condition humaine. On n'a pas qu'un seul amour dans une vie. On a des amours différents, qui coexistent sans s'annuler. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Je n'étais pas en colère contre Lynn, avais-je chuchoté. Je ne l'ai jamais été vraiment, même si j'ai pu le penser au début. J'étais en colère parce que tu ne m'avais pas donné le choix de porter ce poids avec toi. Tu avais décidé seul que c'était trop lourd pour moi, que je ne pourrais pas comprendre. Mais maintenant, je réalise que tu ne savais pas toi-même comment faire. La guerre avait cassé quelque chose en toi, et nous avons passé 50 ans à recoller les morceaux ensemble, si lentement que nous ne nous en rendions même pas compte. Nous étions restés là, regardant Paris s'étendre sous nos yeux. Cette ville qui avait survécu aux guerres, aux occupations, aux révolutions, aux émeutes. Cette ville qui se relevait toujours, pierre après pierre, génération après génération. Exactement comme notre mariage. Imparfait, fissuré par endroits, mais toujours debout, toujours vivant. J'avais posé ma tête sur son épaule, sentant la chaleur de son corps contre le mien. 50 ans, c'est long. Mais on a encore du temps devant nous. Il avait déposé un baiser sur le sommet de ma tête, ce geste tendre qu'il faisait depuis notre premier jour ensemble. « Merci », avait-il murmuré. « Merci de m'avoir donné une 2e chance, une 3e, une 50e. » Le silence s'était installé à nouveau,
Mais ce n'était plus le silence lourd et oppressant des secrets enfouis. C'était un silence paisible, habité. Le silence de deux personnes qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Pour la première fois en 50 ans, ce silence n'était pas hanté. Il était simplement là, vivant, présent, vrai. Et dans ce silence nouveau, j'avais enfin senti que nous étions vraiment ensemble, complètement, sans ombre entre nous. Pas parce que le passé avait disparu, mais parce qu'il avait enfin trouvé sa place. 2 ans plus tard, nous nous tenions à nouveau devant ces 2 tombes. Mais tout avait changé. La nouvelle plaque que Julien avait fait installer brillait doucement sous le soleil de juin. Les photographies de Lynn et du petit Henri y étaient gravées dans la pierre, leurs visages enfin visibles pour quiconque passerait par là. L'inscription, en français et en vietnamien, disait simplement « Bien-aimé, jamais oublié, à jamais dans nos cœurs ». Les petits déposèrent leurs offrandes, avec le sérieux des enfants, qui ont compris l'importance du rituel. Des dessins colorés, des fleurs cueillies dans notre jardin, un petit avion en origami que le plus jeune avait plié lui-même. Mais se tenait près de nous, sa voix douce récitant une prière bouddhiste en vietnamien. Je traduisais tant bien que mal pour nos enfants, trébuchant sur les mots, mais transmettant l'essentiel, une bénédiction, un souhait de paix pour les âmes parties trop tôt. Henri se tenait droit, les mains jointes, le visage serein. Pour la première fois depuis 50 ans, ses yeux restaient secs. Non pas parce qu'il avait oublié ou cessé d'aimer, mais parce qu'il avait enfin accepté. Le chagrin faisait désormais partie de sa vie, sans la dévorer entièrement. Il pouvait se souvenir sans se noyer. « Mamie, papy est triste ?» avait demandé notre plus jeune petite fille, Chloé, 7 ans, en levant vers moi ses grands yeux inquiets. J'avais souri en caressant ses cheveux. « Non, ma chérie, il se souvient. C'est différent. Les gens pensent que l'amour est une histoire simple, » me disais-je en regardant ma famille rassemblée autour de ces pierres tombales. Une personne, une vie, un choix. Mais parfois, l'amour ressemble davantage à un palimpseste, ces parchemins anciens, où l'on écrivait par-dessus des textes effacés. Des couches de passé, de présent, de futur, superposées les unes aux autres, chacune visible si l'on sait regarder. Je n'avais pas été son premier amour. Cette place appartenait à Lynn, pour toujours figée dans la jeunesse et la tragédie. Mais j'avais été celle qui était restée, celle qui avait marché à ses côtés quand il ne pouvait plus avancer seul, celle qui lui avait offert l'espace nécessaire pour contenir toutes ses vies antérieures, sans avoir à en choisir une seule. Parfois, le plus grand amour n'est pas celui qui enflamme, mais celui qui ne s'éteint jamais. Pas celui des débuts fulgurants, mais celui de la constance. Des jours ordinaires vécus ensemble, des blessures pensées avec patience. Je n'étais pas son deuxième amour, comme on numérote des chapitres séparés. J'étais celle qui l'avait aidé à rester humain quand l'humanité menaçait de lui échapper. Nous avions quitté le cimetière main dans la main, notre famille marchant derrière nous dans un bavardage joyeux. Le soleil de juin inondait Paris de sa lumière dorée, et au loin, on entendait le murmure de la ville qui continuait son cours, les klaxons, les rires, les bribes de conversation, toute cette vie qui ne s'arrêtait jamais. La vie continuait, elle avait toujours continué, et maintenant, enfin, nous la vivions pleinement, sans secret, sans ombre, portant notre passé non comme un fardeau, mais comme une part de nous-mêmes, imparfaite et précieuse, dédiée à tous ceux qui aiment non pas malgré le passé, mais avec lui.